Aïe. Mes chers compatriotes, bonsoir. Je dis bonsoir à tout le monde. Moi, je suis toujours sur les routes. Je me trouve à Tilburg, aux Pays-Bas. Je ne sais pas si le son est bon. Vous pourriez me confirmer. C'est avec une grande tristesse que j'ai appris ce jour qu'un jeune de 15 ans, un jeune de mon village, un enfant que j'ai laissé au Cameroun, est mort aujourd'hui de suite d'un accident de moto. À 15 ans. Quand nous, on apprend ça, ça nous fait très mal au cœur. Je parle de cet enfant, je sais qu'il y a beaucoup d'enfants qui meurent de moto au Cameroun. Et on sait à quel point les motos aident certaines familles à vivre. Mais quand on vous annonce qu'un enfant de 16 ans est mort à cause d'un accident de moto, sûrement il cherchait 500 francs ou 1000 francs, ma journée de travail se gâte. Ma journée de travail se gâte. Et les responsables de cette situation, eux, ils sont là. Insensibles. Incapables de voir cette jeunesse qui se meurt. Parce qu'elle n'a même pas de quoi chercher à subvenir à ses besoins primaires. Donc, je pense bien sûr à la famille. Ce gamin était magnifique, je le connais très bien. Je suis revenu du Cameroun en fin 2022. Une année et quelques, on me dit qu'il est mort. Et dès comme ça, j'en reçois tout le temps des morts. Morts de moto, morts de moto. Nos enfants se meurent au Cameroun. Il faut qu'on fasse quelque chose. Moi, ma campagne de sensibilisation continue. J'avais décidé de m'arrêter pour rencontrer un papa, le président de la région du Sud. J'annonce suffisamment tôt ce que je vais dire afin qu'on interpelle les concernés. Je sais donc que papa Emmanuel Vin est en train de m'entendre. C'est un papa qui est très affectueux pour la personne, très affectueuse. C'est un papa qui est à l'origine qui n'a pas de problème. Ça me fait mal de me sentir obligé d'exposer ce papa. Mais nous sommes à l'heure du changement. Tous ceux qu'on estime être responsables de la situation plus que dégradée de notre pays, le Cameroun, moi j'ai pris la responsabilité de les exposer. Je les expose d'abord devant les jeunes du Sud, afin qu'ils se rendent compte que ce n'est pas forcément la personne qu'on connaît qui apporte le bonheur. Le bonheur peut souvent venir d'une personne qu'on n'imagine pas. Moi, je me rappelle que celui qui a porté le dossier de Papa Mvin, afin qu'il devienne président de la région du Sud, je me rappelle du jour, je me rappelle que ce dossier a été déposé à la présidence. Et je sais que la seule personne à qui M. Emmanuel doit sa position de président de la région du Sud, c'est M. Paul Biya.
M. Mve avait de sérieux concurrents, notamment une nièce du président qui voulait devenir présidente de région et de très hauts fonctionnaires plein aux as qui étaient dans la course pour la présidence de la région du Sud. Seulement, on suivait ce dossier tellement de près que la première personne à avoir annoncé à M. Mve, qui n'avait aucune chance au départ, aucune chance de devenir président de région, la personne qui a annoncé au père que Papa Emmanuel, c'est toi le président, s'appelle Hervé. Hervé, c'est un cousin à moi. C'est lui qui a suivi le dossier de M. Mve au niveau de la présidence, en passant bien sûr par M. Ayolo, parce que c'est Ayolo qui a porté le dossier pour le mettre sur la table du président. Et finalement, le président de la République a fait confiance à M. Mve. M. Mve était au quartier. Moi, je connais des personnes qui lui ont fait des orange money 2 jours avant sa nomination. 2 jours. Quelqu'un m'a montré, me dit, Guy, regarde, j'ai envoyé 100 000 à Papa Mve. Il avait besoin. 2 jours avant qu'il ne soit nommé. C'est pour dire à quel point le papa n'était plus en forme. Mais ça, ce sont les faits de la vie. Ça peut arriver à tout le monde de passer des moments où on n'a pas la forme. Mais quand on a la chance, quand on a la responsabilité de prendre une région sur son dos, moi je crois qu'on doit mesurer les actes qu'on pose. Parce que déjà en 2018, on était déjà inquiet de l'âge du président. Et nous nous sommes fait à l'idée de se dire que bon, il n'avait jamais fait de CAN. On peut lui permettre de faire la CAN. Il n'a pas préparé le pays pour la transition. On se dit que cette fois-ci, il va préparer le pays pour la transition. On s'est donné toutes les raisons pour essayer d'accompagner le père, le président de la République, qui avait déjà un bilan qui n'était pas bon. Il avait déjà un bilan qui n'était pas bon en 2018. Mais beaucoup de Camerounais ont suivi le président en se disant qu'il va permettre une transition pacifique. C'est le pari de beaucoup de Camerounais. Notamment, moi je l'avoue, moi je souhaitais qu'il donne la main, qu'il passe la main. Peu importe la personne, je souhaitais que ça se passe exactement d'une manière à ce que le pays ne rencontre pas de problème. Parce que notre souci, c'est que notre pays ne tombe pas dans les problèmes. Donc, M. Mve a pris fonction avec les avantages de la fonction. À peine les choses commençaient que j'entendais déjà des bruits de certains marchés publics que je ne pouvais pas évaluer, mais qui me disaient par exemple qu'il y a eu un marché de 60 millions pour l'achat des rideaux au niveau de la région du Sud. Je trouve que 60 millions pour acheter des rideaux, déjà c'est beaucoup. Mais je n'entre pas dans des dossiers que je ne connais pas parce que j'ai suivi ça par voie de presse. Je n'ai pas connu le dossier en profondeur. Moi, je passe dessus. La raison pour laquelle j'ai demandé à faire escale chez Papa Emmanuel Mve vient du fait que il y a de cela 2 ans, le Papa Emmanuel Mve a monté un dossier en ayant pour ambition d'investir dans le cadre des forêts communautaires. C'est-à-dire quoi? Il s'est donné l'idée d'aider tous ceux qui avaient des forêts communautaires à pouvoir transformer le bois parce qu'ils n'avaient pas de moyens. Donc, il s'est dit, on va budgétiser une somme d'argent
Et on va contacter toutes les forêts communautaires du Sud pour leur apporter une assistance à la transformation de bois. Il a même demandé, en faisant un dossier, que le ministère des Forêts donne des forêts à la région. Quand on m'a présenté ce dossier, j'ai dit les choses très franchement. J'ai dit que votre affaire que vous lancez là ne va pas marcher. Parce que ceux qui gèrent les forêts communautaires sont des entités différentes. Et les gens n'aiment pas se mélanger quand il s'agit de faire des affaires d'argent. Donc mélanger toutes les forêts communautaires à dire qu'on va les assister, c'est au fait entrer dans la gestion d'une société qui à la limite ne regarde pas la région. Monsieur V n'a pas pris mes conseils au sérieux. J'en ai parlé à Hervé. Hervé avait un enthousiasme. Mais Hervé avait un problème, c'est qu'il ne connaissait plus la législation forestière du Cameroun. Moi, je la suivais partout où je vais. Je suis ce qui se passe au Cameroun. Je vends le bois camerounais même étant ici en Europe. Quand mon camion m'énerve, je prends ma voiture, je deviens commercial. Je vends le bois et je prends ma part au passage. Mais le camion est un bon outil pour moi. Il me permet de me déplacer en Europe et il me permet de découvrir beaucoup de choses. C'est pour ça que je suis dans un camion. Monsieur Emmanuel V a donc pris sur lui, dans le budget, je crois 2021, de décaisser 300 millions de francs CFA pour s'occuper de cette affaire de forêt dont moi j'avais l'assurance qu'elle ne pouvait pas marcher. Il faut que les jeunes boules m'écoutent bien. Parce que si vous vous trouvez dans cette situation-ci, et qu'on vous promet des choses, il faut reconnaître d'abord les erreurs de gestion que font nos aînés et leur appétit à prendre l'argent public au détriment des réalisations qu'ils doivent réellement faire. Ceci fait que dans le marché public de 300 millions qui a été lancé par la région à l'initiative du président de région, M. Emmanuel V, celui qui a gagné le marché des 300 millions n'est autre que le trésorier payeur général des Bolova, le TPG des Bolova. C'est lui qui a gagné ce marché. Ce TPG, si j'ai bon souvenir, il a été détaché soit au consulat du Canada, il doit être au Canada ce TPG. C'est un ancien TPG des Bolova. Il a été affecté au Canada. Je ne sais pas s'il a pris service, mais j'ai eu vent de cette affaire. Seulement, l'usage des 300 millions a marché comment? C'est que M. V a jugé utile, sans avoir eu l'autorisation ni du ministère des Forêts, ni des forestiers qui s'occupaient des forêts communautaires, il a décidé tout seul d'aller acheter des unités de transformation de bois. Il est donc monté à Yaoundé. Il a acheté 4 Lucas Mill. 4 Lucas Mill. La Lucas Mill, c'est une unité de transformation de bois dont l'unité vaut 19 700 000, je crois, à Yaoundé. Moi, j'ai acheté une Lucas Mill, ça fait plus de 10 ans. Donc, M. Emmanuel a acheté 4 Lucas Mill. Une Lucas Mill vaut à tout casser, transport compris, livret et Bolova, 20 millions. Une Lucas Mill. M. a acheté 4 Lucas Mill. Il a acheté quelques tronçonneuses. Tout ce matériel est à la région. Ou ils l'ont fait disparaître, je ne sais pas. Mais je sais que ce matériel est à la région du Sud. Seulement, M. a décaissé 300 millions. Quand je fais mes calculs, on est à 80 millions de dépenses. Avec tout ce qu'ils ont acheté comme tronçonneuse, allez, j'arrondis, je dis même, ils ont utilisé 100 millions. Où sont passés les autres 200 millions
Papa, où sont passés nos 200 millions sur le marché que vous avez gagné sur les 300 millions? Est-ce que le TPG et vous vous êtes partagé cet argent pour qu'il aille s'installer au Canada? Là est ma question. Mais moi, je continue à poser la question. Où sont passés nos 200 millions? Cette affaire m'énerve tellement que tout ce que le président de la République nomme, j'ai l'impression qu'ils viennent vraiment faire le contraire de ce que dit le président. Parce que quels sont les besoins de la région du Sud? Le premier des problèmes qu'ont les gens du Sud, c'est le désenclavement, c'est les routes. Voilà le premier problème que les gens du Sud, ils ne demandent pas beaucoup. Faites-nous des routes. Vous allez voir comment on va s'en sortir nous-mêmes. Donc, j'ai proposé à M. MV que, papa, nous on voyage et on a fait beaucoup de métiers dans notre vie, que je souhaiterais, si vous voulez vraiment nous aider, essayer d'acheter une enrobeuse mobile. Une enrobeuse mobile, on en a pour environ entre 300 et 400 millions livrés à Douala. L'enrobeuse mobile a son four, il a son mélangeur. On a juste à prendre du gravier et du goudron qu'on achète parce qu'on est producteur de pétrole. On mélange et on fait nos routes. On n'a pas besoin de faire la magie pour faire des routes dans les campagnes. Donc, vous avez pris l'argent pour aller monter un dossier qui n'a jamais abouti. Vous êtes allé faire des achats pour des machines dont vous ne savez pas quoi faire. On a été planté de 300 millions. Si vous aviez pensé, si vous aviez agi en pensant à la mission que le président vous a assignée, c'est-à-dire présider une région enclavée, vous-même pour aller dans votre village en saison de pluie, vous réfléchissez 3 fois. Vous-même, Papa MV. Pour arriver dans ton propre village en saison de pluie, tu réfléchis 3 fois, mon père. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous nous faites ça? Pourquoi vous faites ça aux Camerounais? Pourquoi vous faites ça aux enfants du Sud? Qui eux sont sur le fil est tendu. Parce que c'est la honte. On ne peut pas avoir pendant autant d'années un chef d'État avec autant de ministres et rester dans la situation qu'on est. Est-ce que vous n'avez pas honte? Parlons peu, parlons bien. Le jour où on a lancé la décentralisation, toutes les régions du Cameroun ont commencé ensemble. Mettons la région du Sud et la région de l'Ouest aujourd'hui. Regardons la différence entre ces deux régions. Pour savoir qui travaille pour qui. Moi, je pose les questions. Vous avez le pouvoir de demander des budgets pour faire votre travail. Vous faites sortir de l'argent pour ne pas faire votre travail, pour vous désintéresser vous-même. Papa MV, je suis déçu. Je suis déçu. Je suis déçu que vous fassiez ça. Là où le président de la République vous a pris, vous n'aviez même pas arrangé vos maisons au village. Vous étiez complètement en ruine. Ça peut arriver. On vous met au sommet d'une institution où vous êtes en concurrence avec des gens super riches, avec des gens qui sont en activité. Mais vous, on vous prend. Papa, on vous prend. On vous met président de région. La seule chose que vous trouvez à faire, c'est venir nous planter de 200 millions. Et vous allez dire aux gens, votons Paul Biya. Sur quelle base? Moi, dites-moi, sur quelle base? Pour continuer à nous appauvrir? Moi, j'ai décelé certaines choses qui se passent là-bas. D'ailleurs, Papa MV, moi je me rappelle, tu t'es arrêté là où
on était en train de monter un projet de ferme de volailles exotiques à Samelima, à Akaïse. Tu t'es arrêté. Tu as vu l'investissement que nous on a fait avec notre argent gagné. C'est-à-dire qu'on gagne notre argent, on achète des machines. J'ai acheté des couveuses, j'ai acheté des éclosoirs, on a acheté des plaques solaires. On est venu là-bas, on a installé tout un parc. C'était illuminé. On vous a montré que le problème de la volaille au Cameroun, c'est que le Cameroun n'a pas de parentaux. Le Cameroun est obligé de faire importer des œufs pour qu'on mange les poulets qu'on voit tous les jours au marché. Ces œufs prennent l'avion. On les achète en France ou en Espagne. Enfin, on les achète en Europe pour aller les incuber en Afrique et élever les poussins pour les mettre à disposition du public. Donc notre réflexion était de faire des parentaux avec des espèces tropicales. Quand vous êtes arrivé chez nous, vous avez trouvé des cailles, vous avez trouvé des dindes, vous avez trouvé des pentades, vous avez trouvé des canards, vous avez trouvé des poules de soie, des poules soie. Moi, quand je suis au Cameroun, je vends une poule soie à 75 000 francs. Une poule. Vous avez été émerveillés de voir ce qu'on pouvait emmener. Ça pouvait être un site touristique. On voulait faire venir des autruches. On voulait faire venir des espèces que des gens à 100 000 n'ont jamais vues. Vous vous êtes arrêtés. Vous avez vu le travail qu'on a abattu. Sans l'aide de qui que ce soit. On vous a dit ceci. Prenez le relais. Parce que c'est des emplois. Aidez à ce que cette structure fonctionne. Moi, je ne vais pas aller élever les animaux. J'investis parce que je pense que mes enfants vont venir au Cameroun. Il faut qu'ils voient des choses qu'ils ne pourront pas voir ailleurs. Donc, cet investissement, est-ce que vous vous êtes levé un jour pour dire on va soutenir ces gens-là parce que ils ont une très bonne idée? On a commencé cette affaire à Yaoundé. Le directeur des PME du ministère des Petites et Moyennes Entreprises est venu voir nos locaux. Pourquoi? Parce qu'au Cameroun, quand on voit des fermiers, on voit des gens qui élèvent juste du poulet de chair ou bien des pondeuses. On n'a jamais trouvé au Cameroun quelqu'un qui élève des espèces différentes. Monsieur Emmanuel V, la caille grise du désert, la caille grise du Sahara, nous on avait des commandes où des gens quittaient la Belgique pour nous acheter un œuf à 100 €. Un œuf. On va jusqu'au nord pour prendre ces espèces. On les amène, on les apprivoise et on les multiplie. C'était ça notre business. Pas pour s'enrichir, pour permettre qu'il y ait une activité autre. Pour que les gens voient avec leurs yeux ceux qui ne peuvent pas. Il y a plein de gens qui ne peuvent pas quitter le sud pour aller voir des autruches au nord. Nous, on voulait ramener des autruches du nord pour les amener au sud, que ce soit un parc d'attraction. Vous avez tué ça dans l'œuf. Et vous m'avez demandé de venir dans votre village. Vous aménagez votre ferme à vous. Voilà ce que vous m'avez demandé. Que vous aimeriez que je vienne dans votre village, vous arranger votre ferme à vous. C'est parce que j'ai beaucoup de respect pour vous que je n'ai pas voulu répondre. Parce que ce que j'attendais de vous, en tant que président de région, c'est de dire merci pour ce que vous faites. Nous, on va continuer avec les jeunes. C'est tout ce que nous on demandait. C'est sur le fruit de notre travail. Donc, ce qui est de votre ressort, le travail que vous devez faire, qui est de promouvoir tous ceux qui ont des initiatives, vous ne faites pas. Les missions qu'on vous donne pour venir améliorer la vie des jeunes, vous ne faites pas. Quel est le Cameroun que vous voulez nous laisser? Moi, c'est pour ça que je me suis arrêté chez vous. Et j'ai dit qu'à chacun, là où je vais m'arrêter, chacun aura son dossier. Parce que quand les jeunes vous voient à Saint-Ménima,
Quand on vous voit à Ebolova, on se dit que ce monsieur-ci peut nous aider. Mais en vérité, vous n'êtes pas là pour nous aider. Vous n'êtes pas là pour travailler au profit de la région. Vous êtes tous là pour essayer, pour certains, de se refaire une santé, d'autres de se refaire une trésorerie, d'autres d'amasser de l'argent juste pour amasser. Parce que si on demande à tous ceux qui prennent de l'argent là, que vous allez faire quoi avec cet argent, je suis sûr et certain qu'ils n'ont aucun projet sur l'argent qu'ils volent. Ils volent par principe. Ils volent par habitude. Par facilité. Donc, ma petite visite chez vous ne va même pas trop durer. Elle ne va pas trop durer. J'ai beaucoup de respect pour vous. Je ne vous manquerai jamais de respect parce que vous êtes un parent. Mais, vous voyez, vous avez fait venir votre fils du Canada. Vous l'avez intégré dans une société au Cameroun. Sans qu'il y ait besoin, ni qu'il y ait un carnet de commandes qui dit que la société a besoin de votre fils comme expert. Il n'a fait aucun concours. Il n'a eu, je ne sais pas, il est venu, il est entré. Parce que vous avez appelé le directeur de DC, vous êtes président de région, votre enfant doit entrer. C'est ce Cameroun-là. C'est dans ce Cameroun-là que vous dites que, non, attendez, on continue. Et nous, les orphelins, on fait comment? Nous qui n'avons pas de parents, tous ces enfants qui se retrouvent sans parents, qui n'ont ni père ni mère, qui va les appeler pour venir prendre les places? Monsieur Emmanuel V, quelle société vous voulez qu'on fasse dans ce pays? Moi, je prends les Camerounais à témoin. Je fais mon travail. Je fais ce que je me suis dit, je me suis engagé de faire. Vous ferez de moi ce que vous voulez. Mais quand on m'appelle, qu'on me dit qu'un enfant est mort à cause de la moto, que je sais que cet enfant n'avait rien à faire en moto, mais que les conditions de vie obligent tous nos enfants à faire n'importe quoi pour vivre, vous êtes responsable. Vous êtes responsable. Moi, je lance un appel à tous ceux qui disent que Paul Biya est l'homme le plus renseigné du Cameroun. Que Paul Biya m'écoute. Qu'il m'écoute bien. Je lui dis, grand frère, tu n'es pas mon père, traditionnellement. Grand frère, excellence. Tous ces gens qui sont autour de vous, je me demande même si vous les reconnaissez encore. Notre pays va mal. Ayez la dernière conscience, le dernier réflexe de l'homme d'État que vous êtes et dites-vous bien que en 2025, demandez à tous ceux qui vous ont accompagné de vous accompagner en Vomoka pour nous laisser ce pays entre des mains autres que ceux qui étaient avec vous. Non seulement nous ne voulons plus que vous soyez candidat, mais nous ne voulons même plus voir ceux avec qui vous avez travaillé. Parce que il y a un vieux deal entre les élites du Sud et les élites du Nord que beaucoup de Camerounais ne voient pas. Personne ne se demande pourquoi M. Bello Bouba Maïgari ne parle jamais. Personne ne se demande pourquoi Kaba Yege Djibril manque autant de respect des fois au président de la République. Mais c'est le deal que vous avez fait. Vous avez fait un deal. Les gens du Nord ont accepté d'affamer leur population. Parce que le statu quo est là. Vous ne voulez rien faire partout. Les gens du Sud, eux, ont décidé de dilapider tout ce qu'il y a comme richesse en compensation à certaines élites du Nord et à d'autres élites du Cameroun au détriment de la jeunesse du Sud. Sinon, comment vous pouvez m'expliquer que les forêts qui partent de... toutes les forêts
communautaires qui partent de Bolova jusqu'à Akom 2 sont gérés par un gars Aoussa. Où est la décentralisation? Si un gars Aoussa se retrouve à gérer 30, 40 forêts communautaires dans la région Boulou, est-ce qu'un Boulou peut aller gérer le bien des Aoussa? Quel est le sens de la décentralisation? Moi, c'est la question que je pose. C'est que ce sont les populations qui doivent gérer leurs biens. Mais quand vous prenez nos biens, vous donnez aux Aoussa pour garder le pouvoir, parce que tout ça c'est pour le maintien du pouvoir. Et au nord, vous ne donnez rien aux Aoussa. C'est pour ça que Boko Haram est là-bas. Vous ne donnez rien aux gens du nord. Les enfants meurent de faim. Kaba Yege, chaque année, veut faire des séminaires de la famine au nord. Et les commerçants viennent au sud se faire de l'argent. Ça, c'est le deal que vous avez fait entre vous, les élites. C'est pour ça que beaucoup de dossiers me parviennent. D'autres qui viennent de l'ouest, d'autres qui viennent du nord, parce que les gens ont peur. Moi, ma vie ne coûte rien. Vous allez prendre ma vie. Mais jusqu'en 2025, je continuerai à parler. Je continuerai à parler. Les dossiers des autres régions, je vais les aborder. Parce que on ne peut pas cacher les choses en se disant qu'on va changer pour continuer avec nous d'entraîner la mauvaise graine. On ne peut pas. On doit nettoyer toute l'écurie. Toute l'écurie. Les nordistes doivent savoir que Bello Bouba Maïgari, s'ils ont faim, Bello Bouba est responsable. S'il y a la famine, Kaba Yege est responsable. Moi, je ne parle pas de ceux qui arrivent en bas, les Madaouda et les autres. Mais chacun, malheureusement, se retrouve à avoir quelque chose. Moi, je parlerai. Je vais prendre le temps d'expliquer aux Camerounais, en général. Pour l'instant, je reste dans le sud. C'est pour ça que je suis venu voir le président Emmanuel. Je dis que ce papa, je l'adore. Personnellement, c'est un homme bien. Mais le fait qu'il prenne notre argent public sans faire le travail, c'est là où lui et moi on divorce. C'est là où lui et moi on ne s'entend pas. Est-ce que c'est cet héritage que vous voulez nous donner? Un héritage de la kleptomanie? Où la confusion entre le bien public et le bien privé, il n'y a plus de limite? Non. Je ne peux pas être d'accord avec vous. Beaucoup de compatriotes, les gens sont terribles. Il y a des gens qui sont tellement attachés au privilège d'un pouvoir dictatorial. Ils sont tellement attachés à des vieilles habitudes qu'ils se disent que les choses ne peuvent pas changer autrement. Moi, je vais vous raconter une histoire. Jamais personne ne pouvait penser que dans un village boulou, on pouvait interdire le vagabondage des bêtes. Le jour où j'ai décidé d'interdire le vagabondage des bêtes dans mon propre village, beaucoup de gens croyaient que j'allais mourir. Mais j'ai expliqué. J'ai dit que les chèvres nous réveillent la nuit et chient devant nos cours. Mais moi, je n'ai pas de chèvre. Je n'ai pas de chèvre, je n'ai pas de porc. Donc quand vos porcs viennent chier devant ma cour, et que moi je suis obligé le matin de venir nettoyer, il y a problème. Jusqu'au jour où le sous-préfet est arrivé et il a expliqué aux gens de mon village ce que dit la loi sur le vagabondage des bêtes. L'idée est simple. Quand vous vous entendez, vous pouvez laisser les chèvres tourner n'importe comment. Qu'elles gâtent vos maisons, qu'elles chient partout, ça vous regarde. Mais à partir du moment où quelqu'un dit que je ne veux plus voir des cacas de chèvres chez moi, le contraire, tu dois garder tes chèvres chez toi.
Pourquoi j'ai soulevé ce problème? Soyez très attentifs. Ça paraît très amusant, mais c'est important. C'est que nos grands-mères étaient obligées d'aller faire des champs à 1,5 km, 2 km en forêt. Parce que si elles faisaient un champ derrière la maison, c'est les chèvres qui se servent. C'est les chèvres qui commandent. Et moi, je n'étais pas d'accord. Parce qu'ici, on donne de l'herbe sèche aux chèvres. Donc les chèvres ne peuvent pas venir commander. À tel point que ma grand-mère est obligée de faire 2 km. J'ai donc décidé de faire un champ derrière la maison. Où j'ai fait planter des bananiers. Le jour où les bananiers ont commencé à produire, j'ai vu une chèvre qui par malchance a voulu manger mon bananier. J'ai pris le fusil, je l'ai tué. Je l'ai jeté en route. C'était panique à bord dans mon village. Quelques minutes après, un cousin du village constate qu'il y a une chèvre qui vient s'amuser sur ces briquettes qu'il vient de faire. La chèvre lui casse les angles de briquettes. Il dit merde, ce sont mes briquettes. Il a pris le fusil, il a tué. Il a jeté en route. Par conséquent, figurez-vous, tous les propriétaires de chèvres ont débarqué. Et c'est dans cette débandade qu'on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui venaient des autres villages, qui venaient lâcher des chèvres chez nous, pour que nous, on garde les chèvres, pendant qu'eux, ils sont tranquilles chez eux. Allez dans mon village, essayez de mettre encore une chèvre dehors. Vous-même, vous viendrez me dire ce qui va vous arriver. Si votre chèvre survit 5 minutes, moi j'arrête de parler. Parce que les gens peuvent manger le maïs derrière la maison. Les gens peuvent manger le manioc derrière la maison, sans avoir peur qu'une chèvre ne vienne manger ces tubercules. Donc dans la vie, c'est un choix. La vie, c'est un choix. Quand on veut faire changer les choses, on se lève et on fait changer les choses. Bien sûr, c'est des mesures, parce que souvent, c'est traditionnel, hein, ce que je dis. Nos arrière-grands-parents, nos grands-parents, avaient des astuces pour garder les animaux comme ça, sans que ces animaux ne gênent les autres. Ça, c'était leur contrat dans le passé. Mais le contrat n'existe plus aujourd'hui. Donc maintenant, les choses ont changé. Donc ceux qui se disent que les choses ne doivent pas changer, ils se trompent. Parce que les choses vont changer. C'est dur. Je sais que c'est dur. Mais en 2025, ayons le courage de regarder quelqu'un d'autre que Paul Biya. Moi, c'est ça que je vous dis, mes frères, mes sœurs. Regardons quelqu'un d'autre. N'écoutons plus des menteurs. Si nous ne voulons plus avoir le résultat des menteurs. C'est ça que moi je dis. Vous ne pouvez pas demander à un huissier de justice de vous faire un rapport d'huissier de justice et vous lui donnez le salaire d'une ménagère. Vous allez avoir le rapport d'une ménagère. C'est de ça qu'il s'agit. On a des incompétents, on a des malhonnêtes, on a des gens qui n'ont pas la volonté. Pour qui leur rêve, c'est d'avoir de l'argent et de venir s'installer à l'étranger. Et ils sont au Cameroun pour se faire de l'argent. Sinon, comment vous expliquez tous ces investissements à Sao Tomé et Principauté, des sociétés immobilières en France? Comment vous expliquez ça? Alors que nous, on a des problèmes de construction chez nous. Ça veut dire que ces gens n'ont pas du tout l'intention de vivre au Cameroun déjà et de participer avec nous. Mais le pays, ce n'est pas un bonbon. Quand on va sucer le bonbon, on va finir. Le pays est encore là. Il faut juste qu'il parte, qu'on remette d'autres personnes et que le paradigme des affaires et de tout le bon vivre qu'on connaît chez nous revienne. Les gens ont peur aujourd'hui. Même de marcher dans la rue, les gens ont peur. Au Cameroun, les gens ont peur. Le Cameroun n'est plus un pays crédible. Le Cameroun n'est plus un pays en sécurité. Sauf si tu es Camerounais. Et que tu sais comment tu marches. Mais un étranger, venir au Cameroun, il réfléchit 8 fois. En ce moment,
Je suis en train de négocier pour voir comment je peux aller avec des responsables au Cameroun au mois de mai. Mais les gars me demandent s'ils seront en sécurité. Parce que c'est des hommes d'affaires, ils veulent découvrir. Donc, mon petit arrêt chez le PMV avait sa raison d'être. Demain matin, quand il va se réveiller, on lui dira, s'il n'a pas suivi, on lui dira, comme on a dit au ministre des Forêts, comme on a dit au ministre du cabinet civil, on va lui dire demain que Guy a dit que tu as pris 200 millions à l'État camerounais, tu as trompé l'État camerounais que tu faisais un projet et que cet argent-là, c'est notre argent. Nous savons que cet argent est parti dans ta poche, mais cet argent-là, c'est notre argent. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. À chaque étape, on va évoluer. J'ai un très gros dossier, celui qui concerne M. Famendongo. Son dossier mérite au moins 2 jours. 2 jours de compréhension, de voir comment on agence avec lui. Parce que M. Famendongo, c'est l'un des artisans, c'est même l'artisan principal du tribalisme au Cameroun, ce monsieur. Il pue le tribalisme. Pour lui, comme il manque facilement d'arguments, et comme c'est un bluffeur, le réflexe qu'il a quand ça ne va pas, c'est de venir parler de tribu. Mais nous sommes une nation. On ne va pas nous réduire à la tribu. On ne pourra pas nous réduire à la tribu. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on découvre que les tribus existent. Nous, quand on allait à l'école, il n'y avait pas de différence. Mon meilleur ami, c'est Ndefondape Magloire. Meilleur ami à l'école. Le garçon qui m'a permis d'avoir mon CAP en 91 s'appelle Ndefondape Magloire. Parce que il m'aidait à faire les mathématiques, il m'aidait à faire plein de choses. S'il n'était pas là, je n'aurais jamais eu mon CAP d'électricien en 91. Et il n'y avait pas de différence. On était mélangés. Il n'y a pas cette affaire que dès que quelqu'un veut dire quelque chose, de peu qu'il dise la vérité, on l'indexe en fonction de sa tribu. On va où avec ça? Donc la vérité ne doit être dite que par quelqu'un de chez toi. Quand elle est dite par quelqu'un d'autre, elle n'est pas valable parce qu'il n'est pas de ta tribu. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Ceux qui vous ont enseigné à lire et à écrire, ils étaient de votre tribu. Vous parlez français, vous êtes des Français. Non, il faut arrêter ça. Nous, on ne va pas aller en 2025 avec les notions tribales dans la tête. On va en 2035 avec un programme clair, d'un candidat clair. C'est ça qu'on dit. On ne dit rien d'autre. On ne dit rien d'autre. Je ne serai désobligeant avec personne. Mais toute personne qui a participé de près ou de loin à faire à ce que notre peuple souffre comme il souffre aujourd'hui, tout cela, je vais les exposer. Je vais les exposer. Je me rapproche du Djé Lobo. Après, M. MV, je vais voir à quel moment je vais m'occuper de M. Famendongo. J'ai Mme Libomliken, que je dois aussi voir. Et après, j'arrive à Ebolova. Je vois quelle direction je prends. Je peux décider de passer par Mongon. Il y a des gens à voir là à Mongon qui ont utilisé l'argent de l'État, enterré des milliards. Quand on leur disait pourquoi ils prennent cet argent, ils se croyaient trop intelligents. Ils n'ont tellement rien fait avec cet argent que cet argent, c'est de la ruine. On est venu enterrer l'argent des Camerounais dans le marécage.
Et des comme ça dans le sud, il y en a. Il y a même des gens dans le sud qui étaient tellement prétentieux qu'ils voulaient construire des universités. Moi, je me rappelle d'un haut fonctionnaire qui déclarait que lui, il construit une université personnelle où il va embaucher des agrégés, des machins. Je regardais à distance. Je me disais, mais est-ce que ce monsieur n'est pas salarié? Il avait un salaire. Comment un salarié peut créer une université et payer des agrégés? Donc nous avons du chemin. Nous avons du chemin. J'ai beaucoup de sujets à traiter avec vous. Ma journée s'est achevée. L'heure de prendre ma petite douche est arrivée parce que nous on est des Nangaboko. Quand j'arrive dans un endroit comme ça, je suis obligé d'aller prendre ma petite douche à côté. Je vous remercie. Merci beaucoup. Vous pouvez partager toujours ce qu'on dit. Il y a un impact réel qui se passe au Cameroun par rapport aux interventions qu'on fait. Ce n'est pas pour faire mal aux gens. Non, ce n'est pas pour faire mal aux gens. Je vous assure que de Saint-Mélima, il y a des gens qui me disent merci. C'est à Saint-Mélima qu'on établit l'acte de naissance de M. Paul Biya, à la mairie de Saint-Mélima. Il y a des gens à Saint-Mélima qui me disent merci. Donc, si nous, dans le sud, on est d'accord, les autres, montrez, créons la dynamique. Il faut que ça vienne de partout. Moi, je suis preneur des dossiers. Si je les comprends, je vais les expliquer. Dès que j'ai fini mon travail avec mes gens, je pourrais monter au nord, je pourrais aller à l'est, je pourrais aller à l'ouest. On a vu les gens de Nanga se lever et dire que vous parlez même de Chantal et de Ngongo. Ici, il n'y a rien. Donc, il y a les frustrés à Nanga. Moi, j'ai travaillé à Nanga. J'ai dirigé la série Kouri de Nanga. J'ai dirigé la série Kouri de Nanga. Je devais avoir 24 ou 25 ans. D'ailleurs, j'ai trouvé des Français là-bas, toujours mêlés dans la corruption. Il y a un qui s'est suicidé à cause de moi. Parce que je lui ai dit que je ne mange pas de ce pain. Il allait se jeter dans la rivière avec un véhicule. Je ne mange pas de ce pain. Moi, j'ai été élevé en mangeant dans les marmites de toutes les mamans du Cameroun. Bamileke, Aoussa, j'arrive. Quand je suis avec mon camarade, je mange. Donc, je n'ai pas trop de problème. Moi, je ne veux pas devenir riche. Ça ne m'intéresse pas. Je vais où avec ça? Je vais où avec ça? Moi, je veux que les gens vivent bien. Je connais des riches. 70% des riches ne sont pas heureux. Demandez aux riches s'ils sont heureux. Moi, je fais la différence entre le bonheur et la fortune. Je préfère être heureux, avoir le peu que j'ai, que d'avoir beaucoup et être malheureux. Donc, la richesse ne m'intéresse pas. Mais il y a des gens qui prennent leur mal en patience de voir les autres souffrir. Parce qu'ils ont ce que les autres veulent. Cette race de personnes, je ne les accepte pas. Je ne les accepte pas. Donc, je vous souhaite à tous une bonne soirée. J'espère vous revoir très bientôt. Vraiment, je me suis tapé 600 km. Il faut que je prenne le temps de prendre ma douche et que je vienne me reposer dans ma petite maison que je traîne partout. Vive le Cameroun. Je vous aime tous. Vive les Camerounaises et vive les Camerounais. À la prochaine.